Elle était la plus grande honte de la famille. Cette fille est discrète et sans le sou que leur fils chéri, Nathaniel Harrison, avait épousé de manière inexplicable. Pour la puissante famille Harrison de Boston, elle était une tache sur leur réputation irréprochable. Ce soir-là, lors de leur fastueux gala de charité annuel, ils décidèrent d'effacer cette tâche publiquement. Ils lui offrirent un chèque, l'humilièrent devant des centaines de personnalités de la ville et lui dirent de sortir de leur vie pour toujours. Mais alors que les rires s'éteignaient, les portes de la salle de bal s'ouvrirent. Et les hommes qui entrèrent ne travaillaient pas seulement pour les riches. Ils travaillaient pour la royauté. Les Harrison allaient bientôt découvrir que la femme qu'ils avaient tenté de détruire pouvait acheter et vendre tout leur monde. L'appartement de Somerville était petit, mais la lumière de l'après-midi qui filtrait à travers la vieille baie vitrée était agréable. Elle illuminait les grains de poussière qui dansaient au-dessus d'un canapé usé et confortable, et des piles de livres qui menaçaient de s'effondrer. C'était la vie que Sarah avait construite avec Nathaniel Nate Harrison, et c'était une vie qu'elle aimait sincèrement, terriblement. C'était une vie fondée sur un mensonge qu'elle se disait nécessaire, un bouclier contre un monde qui ne lui avait jamais permis d'être simplement Sarah. Nate embrassa son front, le front plissé, tandis qu'il desserrait sa cravate. Il travaillait dans les rangs intermédiaires d'une société financière, perpétuellement stressé, perpétuellement en train d'essayer d'être à la hauteur d'un nom qui lui ouvrait des portes et le piégeait en même temps. « Tu le fixes à nouveau, n'est-ce pas ?» murmura-t-il en désignant l'épaisse enveloppe de couleur crème posée sur leur petite table à manger. Sarah toucha le blason en relief. Le gala annuel de la Fondation Harrison. Je viens de... Nate, es-tu sûr que je dois y aller? Je ne m'intègre jamais dans ta famille. Ils me tolèrent à peine. Ils sont juste vieux jeux, Sarah, rigides, surtout ma mère. Nate soupira en se frottant la nuque. Mais c'est son plus grand événement de l'année. Toute Boston sera là. Si je me présente à nouveau sans ma femme, elle ne me le pardonnera jamais. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Sarah regarda ses yeux fatigués et suppliants. C'était l'homme qui, 2 ans auparavant, l'avait rencontrée dans un café de Cambridge alors qu'elle était censée être une étudiante diplômée boursière et qui ne s'était pas soucié du fait qu'elle portait un pull usé. Il l'avait aimée pour son intelligence, pour ses observations discrètes, pour la personne qu'elle prétendait être. Comment pouvait-elle lui refuser cela? « D'accord, dit-elle doucement. Pour toi? » Son soulagement était palpable. « Tout ira bien. Nous irons. Nous sourirons. Nous mangerons des petits plats hors de prix et nous serons rentrés à 23 heures. Je te le promets. » Mais Sarah savait que les promesses de Nate étaient souvent victimes des ambitions de sa mère. Plus tard dans la nuit, longtemps après que Nate se soit endormi, Sarah s'assit sur leur escalier de secours, la silhouette de Boston, une promesse froide et scintillante au loin. Son téléphone vibra. L'identifiant de l'appelant était une série de chiffres cryptés. Elle répondit, sa voix changeant subtilement, perdant son doux accent américain. « Qui Valerius ?» dit-elle, dans un français parfait, sec et aristocratique. « Votre Alès. » La voix à l'autre bout du fil était grave et formelle. Les protocoles de sécurité pour le gala sont laxistes. C'est un événement civil. Cela me met mal à l'aise. Je serai avec Nathaniel. Sarah, non, répondit Sarafina en regardant les étoiles. Ma couverture est ma protection. Personne ne prête attention à une étudiante pauvre. C'est le déguisement parfait, un déguisement qui dure depuis 2 ans. Valerius insista, visiblement inquiet. Votre père, le prince, est impatient. Silveria a besoin de vous. Cette vie normale est un jeu dangereux. C'est mon jeu, capitaine, dit-elle d'une voix tranchante. Tout ira bien. Je serai présente en tant que Sarah Harrison, la belle fille indésirable. Faites-moi confiance, Valerius. Je serai la personne la plus invisible de la salle. Comme vous voudrez, Votre Altesse, mais mon équipe sera en position. Anna se moqua. La ligne fut coupée. Sarafina ferma les yeux. Elle avait voulu savoir si un homme pouvait l'aimer sans le poids de sa couronne. Elle en avait trouvé un, mais pour le garder, elle devait maintenant se rendre dans le seul endroit qu'elle avait évité à tout prix, le cœur de l'empire de Genevieve Harrison. Elle pensa à la robe suspendue dans son placard. Elle l'avait fait envoyer par l'un de ses comtes à Zurich. Elle était d'un gris anthracite simple, presque austère dans sa coupe, sans étiquette. C'était une pièce sur mesure d'un créateur dont le nom n'était murmuré que dans les cercles les plus exclusifs.
Elle savait que sa simplicité serait confondue avec la pauvreté par les Harrison. Avec leur amour pour les marques voyantes et ostentatoires, ils ne comprendraient pas. Ils ne verraient pas les coutures à la main, le drapé parfait du tissu à $1 milliard. Ils verraient exactement ce qu'elle voulait qu'ils voient. Sarah, la fille qui n'était pas assez bien. Et ce soir, elle avait le terrible pressentiment qu'ils allaient s'assurer qu'elle le sache. Le trajet jusqu'à Beacon Hill était un voyage entre deux mondes. Ils quittèrent leur quartier exigu de Somerville, avec ses maisons en briques et en vinyle, et traversèrent la rivière Charles. Les rues se rétrécirent, les pavés réapparurent, et les lampes à gaz projetèrent une lueur dorée et critique sur les imposantes façades en briques de l'enclave la plus ancienne et la plus riche de Boston. La maison de Will Harrison était une forteresse de l'ancienne fortune, un témoignage de 4 étages de leur place dans le monde. Ce soir, elle était illuminée comme un écrin à bijoux. Des valets et des vestes cramoisies s'affairaient à ouvrir les portes des Bentley et des Mercedes noirs. Nate, sentant l'attention de Sarah, lui serra la main. Respire profondément. Souviens-toi du plan. Souris, hoche la tête et trouve le champagne. Dès qu'ils entrèrent, ils furent frappés par la chaleur et le bruit de la fête. Un quatuor à cordes jouait du Vivaldi dans le grand hall d'entrée. L'air était chargé de l'odeur des parfums coûteux et des fleurs de serre. Et debout en haut de l'escalier de marbre, accueillant ses invités, se tenait la matriarche en personne. Genevieve Harrison était une femme sculptée dans la glace. Elle était grande, mince comme un fil, et portait une robe vert émeraude scintillante qui semblait afficher son prix. Ses cheveux blonds argentés étaient tirés en arrière en un chignon si serré qu'il semblait douloureux. Ses yeux, du même bleu que ceux de Nate, mais dépourvus de toute chaleur, balayant la pièce comme ceux d'un prédateur. Ils repérèrent Nate et Sarah. Son sourire, qui avait été radieux pour le sénateur devant eux, se crispa légèrement. « Nathaniel, tu es en retard, dit-elle d'une voix douce et cultivée. Elle lui tendit la joue, qu'il embrassa consciencieusement. Puis son regard se posa sur Sarah. Elle la dévisagea de haut en bas, l'évaluant lentement et délibérément, ce qui donna à Sarah l'impression d'être un insecte. « Sarah, dit Genevieve, le nom résonnant comme un goût désagréable. Tu as l'air si simple. Cette couleur est très fonctionnelle. » Sarah inclina la tête. « Madame Harrison, merci de m'accueillir. Votre maison est magnifique. »« Oui, c'est vrai, » répondit Geneviève, se tournant déjà vers le prochain invité. « Essaie de ne pas gêner le personnel, ma chère. Ils sont très occupés. » La sœur de Nainée, Chloé, s'approcha d'eux à son tour. Chloé était une version plus jeune et plus bruyante de sa mère. « Natty, tu es venue et tu l'as amenée. » Elle adressa à Sarah un sourire factice éblouissant. « Sarah, ma chérie, cette robe vient de cette petite boutique de Cambridge, celle qui vend des tissus recyclés. C'est très courageux de ta part d'être durable lors d'un événement comme celui-ci. »« Ce n'est qu'une robe, Chloé, » dit Nate, le visage rouge. « Oh, je sais. » Chloé gloussa en passant son bras sous celui de son frère. « Maintenant, tu dois venir voir papa. Il parle à M. Peterson de la nouvelle entreprise. Tu sais, l'accord sur le fonds souverain, c'est énorme. Des milliards. Ça va faire de nous la famille la plus puissante de Nouvelle-Angleterre. » Elle tira physiquement Nate avec elle, laissant Sarah seule au bord de la grande salle de bal. C'était ce qu'elle détestait le plus, l'isolement. Elle était une ancre attachée à Nate qui freinait son ascension sociale. Pour eux, elle était une erreur, un enchevêtrement de basse classe qu'il était trop faible pour rompre. Elle prit une flûte d'eau sur un plateau qui passait. Elle ne buvait jamais d'alcool lorsqu'elle était en service, et elle était toujours en service. Elle se retira dans une alcôve, partiellement cachée par un grand palmier en pot. De là, elle pouvait observer. C'était une compétence qu'elle avait affinée depuis son enfance. Elle observait Arthur Harrison, le patriarche, un homme qui se pavonait avec un cigare et une voix tonitruante, mais dont les yeux cherchaient constamment l'approbation de sa femme. Elle observait Chloé flirter de manière outrageante avec un homme qui semblait clairement mal à l'aise, un noble Britannique mineur, Barnaby Finch. Et elle observait Genevieve, la femme qui tenait sa cour, tous les politiciens, tous les banquiers, tous les vieux riches lui rendant hommage. Geneviève était le véritable pouvoir. Et Sarah savait avec une certitude accablante que tout ce pouvoir allait bientôt se concentrer sur elle. Pendant 1 heure, Sarah réussit à rester invisible.
Elle maîtrisait l'art de paraître poliment intéressée par l'architecture, passant d'un coin vide à l'autre. Elle ne parlait à personne et personne ne lui parlait. L'invisibilité qu'elle avait cultivée, sa meilleure défense, était désormais sa prison. Nate était coincé de l'autre côté de la pièce, flanqué de sa mère et de sa sœur, exhibé devant des investisseurs potentiels. Il lui lançait des regards d'excuses, mais il était comme un poisson pris à l'hameçon. Et sa mère tenait le moulinet. La première attaque directe vint de Chloé. Elle s'approcha de Sarah, tenant 2 flûtes de champagne vides. « Oh, Dieu merci !» dit Chloé avec un soupir de soulagement, en poussant les verres dans les mains de Sarah. « Pourriez-vous avoir l'amabilité de les remplir pour moi et Lord Finch? Le bar est juste. » Oh. Elle feignit un cri de surprise. « Oh, quelle idiote! Je suis vraiment désolé, Sarah. Avec cette robe grise, je vous ai complètement prise pour une employée du club de remise en forme. C'est tellement embarrassante, pour moi, je veux dire. » Ses amis, qui se tenaient à proximité, gloussèrent. Sarah baissa les yeux vers les verres vides dans sa main, puis releva la tête vers le sourire malveillant de Chloé. Elle sentit le sang lui monter au visage, une vague chaude et furieuse. Son éducation royale luttait contre la douleur personnelle brute. Une princesse ne se laisse pas entraîner dans une dispute. Une princesse s'élève au-dessus de cela. « Ce n'est pas grave, Chloé, » dit Sarah, d'une voix miraculeusement calme. Elle posa les verres sur le plateau d'un serveur qui passait. Cela doit être difficile de distinguer les gens quand on ne regarde que leurs étiquettes. Le sourire de Chloé vacilla. Elle ne s'attendait pas à une réplique. Avant qu'elle n'ait pu répondre, son fiancé, Lord Barnaby Finch, s'approcha. « Chloé, chérie, qu'est-ce qui te retient? » dit-il. Puis il remarqua Sarah. Il s'arrêta. Il la fixa, non pas avec le mépris auquel elle était habituée, mais avec un regard intense et confus. « Je vous demande pardon, madame, » dit-il avec un fort accent britannique. « Nous sommes-nous rencontrés lors du sommet de Londres l'année dernière? Ou non, cela ne peut pas être. » Le cœur de Sarah battait à tout rompre. C'était la complication qu'elle redoutait. Un noble mineur comme Finch aurait assisté aux événements officiels. Il l'avait peut-être vu. « Je crains que vous ne vous trompiez, milord » dit Sarah en faisant une petite révérence polie, subtilement exécutée à la perfection. « Je ne suis que Sarah Harrison, la femme de Nate. » La révérence, plus que ses paroles, sembla le troubler davantage. Mais Chloé, agacée par ce changement d'attention, lui saisit le bras. « Ne soyez pas ridicule, Barnaby. Elle n'est personne, elle n'est jamais sortie du Massachusetts. Venez maintenant. » Alors qu'il s'éloignait, Finch jeta un regard par-dessus son épaule, le front plissé, plongé dans ses pensées. « Il sait, pensa Serafina, un frisson la parcourant. Le jeu est en train de se dévoiler. » Elle avait besoin d'air. Elle se glissa par une porte-fenêtre sur la terrasse en pierre qui surplombait le jardin soigneusement entretenu, éclairé par la lune. L'air froid de novembre était un soulagement. Je me demandais quand tu allais essayer de t'échapper. Sarah se retourna. Genevieve Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte, un châle en cachemire sur les épaules, le visage impassible. « Je ne m'échappais pas, Madame Harrison. J'admirais simplement votre jardin. »« Je t'en prie, Sarah, ne jouons pas à ce jeu, » dit Geneviève en entrant sur la terrasse. Elle se plaça à côté de Sarah, mais fixait les lumières de la ville. « Tu es une fille intelligente. Je te l'accorde. Tu as vu mon fils, un garçon gentil, sans volonté, avec un nom de famille célèbre, et tu t'es accroché à lui. Ce n'est pas vrai. J'aime Nate, l'amour. » Geneviève émit un petit rire méprisant. « Tu aimes ce qu'il représente. La sécurité, l'accès, une promotion par rapport à la ville paumée d'où tu sors. J'ai vu ton dossier, Sarah, une étudiante boursière originaire de la campagne du Maine. Pas de famille, parents décédés. Tu es une chercheuse d'art classique, sortie tout droit d'un manuel. Tu n'as aucun droit, dit Sarah d'une voix basse et tremblante. J'ai tous les droits, rétorqua Geneviève en se tournant vers elle. Le clair de lune froid éclairait son visage, la faisant ressembler à une statue de marbre. C'est ma famille, mon héritage, et tu n'en es qu'une dilution. Tu n'es qu'une serveuse pour mon fils. Il pourrait épouser une fille des familles Cabot ou Lodge. Il pourrait consolider notre nouvel accord avec le Silverian Sovereign Fund, un accord qui fera de nous des légendes. Au lieu de cela, il est lié à toi. Elle fouilla dans sa petite pochette à perles
et en sortit un chéquier et un fin stylo en or. « J'en ai assez, Sarah. Je veux que tu partes ce soir. » Elle commença à écrire, le grattement du stylo et les obscénités dans le silence. « Je vais vous faire un chèque de 50 000 $. Vous allez le prendre. Vous allez franchir cette porte et vous ne reverrez plus jamais mon fils. Vous demanderez le divorce et vous disparaîtrez. » Elle déchira le chèque et le tendit. Sarah fixa le bout de papier. 50 000 $. C'était une insulte. Sa montre, cachée sous la manche de sa robe simple, valait 10 fois plus. Elle regarda Geneviève droit dans les yeux. « Je ne suis pas à vendre, Madame Harrison. » Les yeux de Geneviève se plissèrent. « Toutes les filles comme vous ont un prix. »« Très bien, 100 000 $. C'est ma dernière offre. Acceptez-la ou je ferai de votre vie et de celle de Nate un véritable enfer. Je le ferai licencier. Je le couperai du trust familial. Je vous ruinerai tous les deux. Ne me mettez pas à l'épreuve, mon enfant. » Madame Harrison, dit Sarah d'une voix glaciale qu'elle n'avait pas utilisée depuis qu'elle avait quitté Saria, « vous commettez une erreur monumentale. » « La seule erreur, siffla Geneviève, c'est celle de mon fils. » Elle attrapa le poignet de Sarah, ses doigts s'enfonçant comme des serres. « Vous allez accepter. Lâchez-moi, » l'avertit Sarah, le corps tendu. « Petite mère ingrate, qu'est-ce que tu fais? » Nate se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage pâle d'horreur. Il avait tout vu. Il avait vu sa mère essayer d'acheter sa femme. Geneviève lâcha le bras de Sarah comme s'il était en feu. Son visage refléta une fraction de seconde la panique avant de se transformer en un masque de fureur glaciale. « Nathaniel, dit-elle, la voix tremblante de rage, tu vas rentrer immédiatement. »« Non, dit Nate en se dirigeant vers la terrasse et en entraînant Sarah derrière lui. Qu'as-tu fait? Que lui as-tu dit? Je sauve cette famille. » Geneviève hurla, perdant son sang-froid. À cause d'elle, cette parasite. La dispute s'intensifiait et les invités commençaient à se retourner et à regarder à travers les portes vitrées. Le quatuor à cordes s'interrompit. Geneviève vit son public. Elle vit l'humiliation sociale qui l'attendait. Et à ce moment-là, elle prit une décision tactique. Elle décida de brûler le village pour sauver son château. Elle leur tourna le dos et retourna dans la salle de bal. Elle se dirigea droit vers la petite scène, arracha le micro des mains du chef du quatuor et le tapota. Le Larsen retentit, réduisant au silence les 300 personnes présentes. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? » Geneviève s'écria d'une voix amplifiée, fragile comme du verre. Nate et Sarah la suivirent, horrifiés, coincés dans l'embrasure de la porte. Ils étaient piégés. « Ce n'est pas bon, » murmura Sarah, la main instinctivement posée sur le côté, là où se trouvait normalement son arme. « Maman, non, » souffla Nate. « Comme beaucoup d'entre vous le savent, » dit Geneviève, le sourire large et terrifiant. « La plus grande passion de ma famille est la philanthropie. Nous soutenons les arts, l'éducation et les plus démunis. » Elle fixa Sarah du regard, qui était désormais le centre d'attention involontaire de toute l'élite de Boston. « Ce soir, nous avons un cas caritatif très spécial, très personnel. Mon fils Nathaniel, dans son grand idéalisme juvénile, s'est intéressé à une jeune femme, une fille issue d'un milieu vraiment défavorisé. » La foule murmura. Les gens s'agitèrent, confus, sentant le sang dans l'eau. Chloé souriait, le visage empreint d'un triomphe vengeur. Arthur était livide. Mon fils a épousé cette fille, Sarah, croyant pouvoir la sauver. Geneviève poursuivit, la voix empreinte d'une fausse compassion. Mais certaines choses, hélas, ne peuvent être réparées. Nous avons essayé de l'accueillir. Nous avons essayé de l'éduquer, mais cela ne fonctionne tout simplement pas. Elle n'est pas à sa place. Elle allait le faire. Elle allait la détruire publiquement. Et donc, dit Geneviève en brandissant le chèque pour que tout le monde le voie, nous faisons un dernier geste de charité, une bourse d'études, si vous voulez, un fonds pour aider cette jeune femme à se remettre sur pied et retourner dans son propre monde, loin du nôtre, pour la laisser partir et libérer mon fils. Elle quitta la scène en traversant la foule stupéfaite qui s'écartait et s'arrêta juste devant Sarah. La salle de bal entière était silencieuse. Elle tendit le chèque. « Prends-le, Sarah. 100 000 $. C'est plus d'argent que toute ta famille n'en a jamais vu. Va te construire une nouvelle vie et laisse ma famille et mon fils tranquilles. » C'était une exécution publique.
Sarah resta figée sous le regard de centaines de personnes compatissantes, méprisantes et choquées. Elle sentait Nate trembler à côté d'elle, paralysé, sans voix. Il ouvrit la bouche, mais seul un son étouffé en sortit. Il était brisé. Sarah regarda le chèque. Elle regarda le visage triomphant et haineux de Geneviève. Elle regarda la foule. Et puis elle le sentit. Le calme froid et familier du commandement. La personnalité de Sarah s'évapora, brûlée par la cruauté pure et calculée de l'acte. Elle redressa la colonne vertébrale, leva le menton. La pauvre étudiante avait disparu. Elle était sur le point de parler. Elle était sur le point d'en finir, mais elle n'eut pas à le faire car à ce moment précis, les grandes portes d'entrée de la maison de Will Harrison s'ouvrirent brusquement, claquant contre les murs du hall d'entrée avec un bruit semblable à un coup de tonnerre. La musique s'arrêta, toutes les têtes se tournèrent, et dans le silence soudain et choqué, 4 hommes entrèrent. Les 4 hommes qui entrèrent n'étaient pas habillés pour une fête. Ils portaient des costumes sombres, impeccablement coupés, qui reflétaient la fonctionnalité plutôt que la mode. Ils se déplaçaient avec une grâce prédatrice synchronisée qui fit taire la salle plus efficacement que le micro de Geneviève. Ils n'étaient pas des chefs de la sécurité. Ils étaient autre chose. 2 d'entre eux déployèrent leurs mains jointes devant eux, leurs yeux scrutant la foule avec un détachement professionnel effrayant. Ils formaient un périmètre. Le 3e homme, qui avait la carrure d'un boxeur poids lourd, se dirigea directement vers les gardes de sécurité Harrison, stupéfaits près de la porte, et murmura quelque chose. Les gardes, qui faisaient 2 fois sa taille, pâlirent soudainement et reculèrent sans opposer de résistance. Le 4e homme, le chef, s'est avancé au centre du hall. Il était grand, avec des traits anguleux et des cheveux aussi noirs que les ailes d'un corbeau. Il portait un simple costume noir, mais la coupe était étrangement sévère. Sur son revers se trouvait une petite broche discrète, un faucon argenté serrant une branche de laurier des montagnes. Il dégageait une autorité qui faisait passer tous les hommes puissants présents dans cette pièce pour des enfants. C'était le capitaine Valerius Stark. Geneviève, furieuse de cette interruption, se précipita vers lui. « Qui êtes-vous, bon sang? C'est une résidence privée. C'est une fête privée. Sécurité. Faites-les sortir. » Les yeux de Valerius, de la couleur de la glace des glaciers, se posèrent sur elle et la rejetèrent dans le même instant. Son regard balaya la salle de bal, passant sur les sénateurs, les banquiers et les aéristes, jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il trouve sera, ignorant les protestations de Geneviève, ignorant les 300 invités stupéfaits, Valerius Stark entra directement dans la salle de bal. La foule s'écarta devant lui comme s'il était une force de la nature. Il marcha droit vers Sarah. Il ne s'arrêta pas. Il n'hésita pas. Lorsqu'il fut à 1 mètre d'elle, il s'arrêta. Il claqua des talons. Et dans un geste qui bouleversa tous les occupants de la pièce, il s'inclina. Ce n'était pas un simple signe de tête polie. C'était une profonde révérence à 90 heures à partir de la taille. Une révérence empreinte d'un profond respect servile. Le silence dans la salle de bal était absolu. Il était si calme que Sarah pouvait entendre les battements frénétiques du cœur de Nate à côté d'elle. Valeria se redressa. Il prit la parole d'une voix claire et profonde, teintée d'un fort accent européen indéfinissable, qui rompit le silence. « Votre Alès, dit-il. Votre Altesse. » Il fit une pause, puis passa à un anglais formel et impeccable pour le bénéfice de l'Assemblée. « Votre Altesse Sérénissime Princesse Sarafina, pardonnez cette intrusion publique. La situation est devenue intenable. Votre sécurité est compromise. Le prince, votre père, a été informé de cette brèche. Il vous a rappelé. Nous devons partir immédiatement. » La salle retint son souffle. Votre Altesse Nate fut le premier à rompre le silence. Il laissa échapper un rire étouffé et confus. « Sarah, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une blague? Tu les as engagés? » Geneviève saisit la balle au bond. Elle aussi laissa échapper un rire aigu et cristallin. « Une princesse. Oh, Sarah, c'est un nouveau coup bas, une mascarade pathétique, désespérée et ridicule. Tu as engagé des acteurs pour quoi? Nous impressionner. Ton petit silence pathétique. » La voix de Valerius n'était pas un cri, mais un ordre si puissant qu'il fit trembler les cristaux sur les tables. Il tourna son regard glacial vers Geneviève Harrison. Sa main se posa sur la poche de sa poitrine
et en sortit un mince étui en cuir noir. Il l'ouvrit. Ce n'était pas un badge. C'était un passeport diplomatique portant l'emblème du faucon argenté. « Je suis le capitaine Valerius Stark, chef de la garde royale de la maison de l'Aune. » Il dit cela en désignant Sarah d'un geste de la main gantée. « Voici son Altesse Sérénissime, la princesse Serafina Anis de Lorone, seule héritière du souverain principal de Silvaria. » Le nom resta suspendu dans l'air. Un murmure parcourut la foule. Lord Barnaby Finch, le fiancé de Chloé, se fraya un chemin jusqu'au premier rang, le visage déformé par l'horreur et la reconnaissance naissante. « Mon Dieu » Finch balbutia, les yeux écarquillés. Il trébucha en avant et s'inclina maladroitement, pris de panique. « Votre Altesse, pardonnez-moi, je savais. » Le sommet de Londres, vous faisiez partie de la délégation commerciale. Je suis Lord Barnaby Finch. Ma famille possède un petit domaine près de votre frontière. Mon Dieu, votre Altesse, je vous prie de m'excuser pour le comportement de ma fiancée. Si les paroles de Valerius avaient été l'étincelle, la reconnaissance de Lord Finch était l'essence. C'était réel. Toute la pièce semblait figée. Chloé porta la main à sa bouche, le visage décoloré. Nate regarda la femme qu'il pensait connaître, son expression passant de la confusion à un choc total qui lui brisa l'âme. Sarah. Mais c'est Arthur Harrison, le patriarche, qui eut la réaction la plus violente. Il trébucha en arrière, s'agrippant à une chaise pour se soutenir. Son visage était couleur cendre. « Silveria » murmura-t-il d'une voix tremblante. « Le fonds souverain silverien. Geneviève. L'accord Peterson. Ils sont les investisseurs. Oh mon Dieu. Geneviève. C'est elle l'investisseur. La dernière pièce du puzzle se mit en place. Le visage de Geneviève Harrison, qui arborait un masque de triomphe, s'effondra. Le sang le quitta, le laissant d'un blanc papier pâle. Ses yeux écarquillés, remplis d'une terreur pure et sans mélange, passèrent d'Arthur au chèque qu'elle tenait encore dans sa main, puis à la femme qu'elle venait d'essayer publiquement, cruellement et irrévocablement de détruire. Elle n'était pas une croqueuse de diamants, elle n'était pas une inconnue, elle était la banque. La Sarah que Boston connaissait avait disparu. À sa place se tenait Serafina. C'était comme si une lumière s'était allumée en elle. Sa posture, toujours polie, était désormais royale. Le regard traqué et nerveux dans ses yeux avait été remplacé par une autorité calme, évaluatrice et totalement froide. Elle avait passé 2 ans à cacher son pouvoir. Et maintenant, sa couverture ayant été dévoilée, tout le poids de son droit d'aînesse reposait sur ses épaules. Elle n'était plus une épouse. Elle était une souveraine. Elle regarda la foule stupéfaite et silencieuse, son regard balayant les personnes présentes avec le désintérêt habituel d'un monarque passant ses troupes en revue. Puis ses yeux se posèrent sur Geneviève Harrison. Serafina fit un pas en avant. Geneviève tressaillit légèrement, dans un mouvement involontaire. « Vous m'avez offert ?» dit Serafina, d'une voix calme mais qui portait dans le silence de mort. 100 000 $. Elle tendit la main et prit le chèque des doigts mous et tremblants de Geneviève. Geneviève ne résista pas. Serafina regarda le morceau de papier. « Une offre généreuse, continua-t-elle, pour aller construire une nouvelle vie. Je dois avouer, Madame Harrison, que mon allocation hebdomadaire pour mes dépenses personnelles est supérieure à ce montant. Mais c'est la générosité de ce geste qui me touche tant. » Elle tint le chèque entre 2 doigts, puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle le déchira en 2, puis encore en 2. Les morceaux de papier flottèrent jusqu'au tapis perçant coûteux. Geneviève. Arthur Harrison se courba, faisant un pas faible en avant. « Votre Altesse, je vous en prie, un malentendu. Un terrible, terrible malentendu. Nous n'en avions aucune idée. » Serafina posa son regard froid sur lui. « Non, dit-elle, vous ne saviez pas que j'avais du pouvoir. Ce n'est pas la même chose. » Elle regarda derrière lui l'homme au visage blême qui avait été présenté comme M. Peterson, le chargé de liaison pour l'accord. M. Peterson appela Serafina. L'homme sursauta. Le Salary and Sovereign Fund, que je supervise personnellement, envisageait un investissement assez important dans la nouvelle entreprise technologique de la Fondation Harrison. Mon père croyait dans l'importance de soutenir les familles américaines avant-gardistes, mais nous apprécions les partenaires discrets, intègre et bien élevé. Elle laissa les mots flotter dans l'air. Ce partenariat, déclara-t-elle d'une voix définitive, est dissous, avec effet immédiat.
Valerias, veillez-y. Oui, Votre Altesse, répondit Valius. Arthur Harrison poussa un cri, un halètement étranglé, et se saisit la poitrine. Non, je vous en prie, des milliards. Geneviève, espèce d'idiote arrogante. Il s'effondra sur une chaise en velours toute proche, le visage enfoui dans ses mains. L'Empire Harrison venait d'être décapité. Seraphina tourna alors son attention vers Chloé, qui se cachait derrière Lord Finch, les yeux écarquillés de terreur. « Chloé, dit Seraphina. Chloé gémit. Vous m'avez prise pour une servante. » Elle regarda Lord Finch, qui semblait physiquement malade. « Monseigneur Finch, votre famille loue des fermes frontalières à la mienne depuis maintenant 100 ans, n'est-ce pas? Je crois que ce bail doit être révisé le mois prochain. » Finch devint livide. « Votre Altesse, je vous en prie, je n'ai rien à voir avec cela. J'ai essayé de lui dire. »« Peut-être, dit Seraphina, devriez-vous choisir vos futures alliances avec plus de prudence. » Elle se retourna vers Chloé qui sanglotait désormais. « Vous aviez raison sur un point. Cette robe est durable. Elle a été conçue pour durer toute une vie, tout comme les conséquences de cette soirée. Finalement, elle se retrouva seule dans le cercle de ruines, à l'exception d'une personne, Nate. Il n'avait pas bougé. Il la fixait, le visage empreint de trahison, de confusion et d'admiration. Il ne regardait pas une princesse. Il regardait une étrangère. « Sarah » murmura-t-il. Ce nom était une question, une supplication. Toute la froideur, toute la fureur royale vacillèrent. L'armure de la princesse Seraphina se fissura, et pendant une seconde, elle redevint simplement Sarah. Sa Sarah. Son regard s'adoucit, et la douleur de sa propre trahison l'envahit. « Nate » dit-elle d'une voix à peine audible. « Pourquoi » s'étrangla-t-il. « Notre vie, notre appartement, les prêts étudiants que tu disais avoir contractés, le travail à temps partiel à la bibliothèque, tout ça, tout n'était que mensonge. »« Non, dit-elle en faisant un pas vers lui. Valerius se raidit, mais elle lui leva la main. La vie était réelle. L'amour était réel, Nate. C'était la seule chose vraie. Un mensonge par omission reste un mensonge, cria-t-il, et la pièce sursauta. Tu m'as laissé m'inquiéter pour le loyer. Tu m'as laissé t'amener ici pour être dévorée vivante alors que tu aurais pu avoir ça. » dit-il en montrant Valerius d'un geste désespéré, le pouvoir qui crépitait dans l'air. « Je ne voulais pas ça, pleura-t-elle, les larmes qu'elle avait retenues lui piquant enfin les yeux. Je te voulais, toi. Je voulais une vie où je serais simplement Sarah, où un homme m'aimerait pour moi, pas pour mon titre, pas pour mon argent. Je voulais être normal. Je voulais juste être aimé. Et tu pensais que je ne le serais pas. Tu pensais que j'étais aussi superficiel que, exigea-t-il en désignant sa famille recroquevillée. Je ne savais pas, murmura-t-elle, la vérité la frappant, et j'avais trop peur de le découvrir. J'étais une lâche et je suis vraiment désolé, Nathaniel. Elle utilisa son nom complet. Cela ressemblait à un éloge funèbre pour leur mariage. Le silence qui suivit était lourd, seulement rompu par les sanglots étouffés de Geneviève. Seraphina regarda l'homme qu'elle aimait, puis la famille qui avait tenté de la détruire. Elle regarda les ruines de leur vie et ne ressentit rien d'autre qu'un immense vide glacial. Le jeu était terminé. « Valerius, dit-elle, sa voix se durcissant à nouveau alors qu'elle remettait le masque de la princesse en place. « Nous partons, Votre Altesse. » Il acquiesça d'un signe de tête et fit signe à ses hommes. Ils formèrent un périmètre autour d'elle, un mur mobile de costumes noirs. Ils se mirent en route. La foule s'écarta, laissant apparaître une mer de visages choqués et effrayés. Seraphina passa devant Geneviève, qui était maintenant à genoux, sa robe émeraude repliée autour d'elle. Elle passa devant Arthur, qui semblait avoir vieilli de 20 ans. Elle passa devant Chloé Timowise, qui pleurait dans les bras de Lord Finch. Elle arriva à la porte de la salle de bal. « Seraphina, attends !» La voix de Nate. Elle s'arrêta mais ne se retourna pas. Elle ne pouvait pas. Si elle voyait son visage, elle s'effondrerait. « Ne pars pas, supplia-t-il, la voix brisée. Je t'en prie, je me fiche de tout ça. Je me fiche du titre et du pays. Je tiens à toi, la femme que j'ai épousée. Sarah, ma Sarah. » Elle se tenait debout dans l'embrasure de la porte, lui tournant le dos. Elle était confrontée à un choix impossible. La vie qu'elle avait fuie ou l'homme vers lequel elle s'était enfuie. « La femme que tu as épousée, dit-elle d'une voix creuse, était un fantôme. Elle n'a jamais vraiment existé. »« Je ne crois pas cela. »
s'écria-t-il en faisant un pas vers elle. Sarafina s'arrêta. Elle regarda Valérias. Elle regarda le long couloir de marbre menant à la porte d'entrée ouverte et à la berline blindée noire qui l'attendait. Sa vie, son devoir. Elle tourna la tête juste assez pour le voir par-dessus son épaule. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Si tu m'aimes vraiment, Nate, dit-elle, et non le fantôme, tu sauras où me trouver. Mais tu dois comprendre que si tu viens, tu ne choisis pas seulement moi. Tu choisis mon monde, et tu laisseras tout cela derrière toi pour toujours. Fais ton choix. » Avant qu'il n'ait pu répondre, elle se retourna et s'éloigna. Valérius et son équipe suivirent leurs pas, qui résonnaient sur le marbre. Les grandes portes se refermèrent derrière eux dans un dernier bruit sourd, laissant Nathaniel Harrison seul au milieu des ruines de l'héritage de sa famille. La foule silencieuse qui le fixait était son seul témoin. Les lourdes portes en chêne de la maison Harrison se refermèrent dans un clic, plongeant la salle de bal dans un silence étouffant, semblable à celui d'une tombe. L'air qui, quelques instants auparavant, crépitait d'autorité royale, était désormais chargé de l'odeur nauséabonde de la mort sociale et financière. Pendant 30 secondes, personne ne bougea. Le seul bruit était le gémissement aigu et faible de Chloe Harrison. Puis les chuchotements commencèrent. Ils partirent des bords de la pièce, un murmure, un halètement étouffé. Les gens qui étaient venus embrasser la bague de Genevieve Harrison la regardaient maintenant comme si elle était un cadavre. Ils n'étaient pas compatissants. Ils calculaient. Ils rompaient mentalement leurs liens, annulaient leur déjeuner et rompaient leurs relations d'affaires. Dans ce monde, le pouvoir était tout, et les Harrison venaient d'être publiquement et spectaculairement neutralisés. Les gens commencèrent à partir. Il n'y eut pas de remerciements pour cette agréable soirée, pas d'adieu poli. Ils s'évaporèrent simplement. Ils récupérèrent leurs manteaux dans un cortège silencieux et sinistre, évitant tout contact visuel avec la famille ruinée. Le sénateur, qui riait avec Arthur une heure plus tôt, courut pratiquement vers la porte. M. Peterson, le négociateur, était déjà au téléphone, le visage sombre, informant sans doute ses supérieurs que l'accord avec Sarian n'était pas seulement mort, mais toxique. Lord Barnaby Finch se dégagea de Chloe. « J'ai besoin d'air. » Il balbutia, le visage moite. « Barnaby, chérie. » Chloe renifla, tendant la main vers lui. « Ne me laisse pas. Je dois vérifier mes avoirs, dit-il, ce qui était clairement un mensonge. » Il recula, s'inclinant maladroitement devant l'Assemblée, puis s'enfuit. Il prendrait le premier vol pour Londres, désespéré d'envoyer un message au consulat silarien pour présenter ses excuses les plus sincères et les plus graves. Les fiançailles étaient rompues. En moins de 10 minutes, la grande salle de bal, qui avait accueilli 300 membres de l'élite de Boston, était vide. Il ne restait plus que la famille Harrison et le quatuor à cordes, qui rangeaient leurs instruments avec une hâte frénétique et silencieuse parmi les plateaux d'amuse-gueule à moitié mangés, éparpillés. Nate se tenait seul au centre de la pièce. Il fixait la porte d'entrée par laquelle sa femme, la princesse, avait disparu. Il baissa les yeux vers ses mains, puis vers les morceaux déchirés du chèque qui jonchaient le sol. Il était sous le choc, suspendu entre deux réalités impossibles. « Des milliards », murmura Arthur Harrison depuis son fauteuil. Il se balançait d'avant en arrière, le regard vide. Des milliards, partis. Tout ce que j'avais construit, tout a disparu. Geneviève se releva enfin du sol. Son chignon parfait s'était détaché et une mèche de cheveux blonds argentés tombait sur son visage. Mais elle ne semblait pas s'en apercevoir. Sa robe émeraude était froissée. Elle semblait vieillie. Elle marcha d'un pas chancelant vers Nate. « Nathaniel, dit-elle d'une voix sèche et rauque, tu vas arranger ça. Tu es son mari. Tu vas la rejoindre. Tu vas t'excuser. Lui dire que nous nous sommes trompés. Lui dire que c'était une blague. Un test. » Nate leva lentement la tête. Il regarda sa mère. La crainte, la peur, toute une vie d'intimidation. Tout avait disparu. Il la regarda. Il la vit vraiment pour la première fois. Il vit une femme mesquine, cruelle, terrifiée. « Un test ?» dit-il d'une voix dangereusement calme. « Tu as essayé de la détruire. Tu l'as traitée de parasite. Tu lui as proposé de l'argent. Je protégeais cette famille. Je te protégeais. » Geneviève hurla, perdant tout contrôle. « Comment aurions-nous pu savoir, d'après ce que nous pensions qu'elle était? » « C'est justement ça, maman, » rugit Nate.
et le volume soudain fit sursauter ses deux parents. Vous ne saviez pas. Vous avez simplement supposé qu'elle ne valait rien parce qu'elle n'était pas comme nous, parce qu'elle était gentille et calme et qu'elle ne se souciait pas de ce Watson. Il fit un geste de la main vers la pièce vide et opulente. « C'était ma femme, hurla-t-il, la douleur le frappant enfin. « Et je vous ai laissé lui faire ça. Je suis resté là et je vous ai laissé faire. »« Mon fils, supplia Arthur, sois raisonnable. La famille, l'héritage, le fond. Nate eut un rire amer et brisé. « C'est tout ce qui vous importe, n'est-ce pas? Vous vous fichiez que je sois heureux. Tu te fichais que je l'aime. Tout ce qui t'importait, c'était qu'elle ne soit pas une cab, une lodge ou une putain de princesse. » Il passa ses mains dans ses cheveux et se détourna d'eux. Il regarda la porte. « Si tu m'aimes vraiment, Nate, tu sauras où me trouver. C'est son choix. » Nathaniel, Geneviève réessaya, changeant le ton de sa voix, essayant d'être douce, manipulatrice. « Où vas-tu? » Nate se retourna. Son visage était impassible. Le beau fils à la volonté faible avait disparu, consumé par le même feu qui avait forgé Serafina. « Tu voulais qu'elle s'en aille, » dit Nate d'une voix froide. « Félicitations, mère. Tu as obtenu ce que tu voulais. » Il se mit à marcher, non pas vers ses parents, mais vers la porte. « Que fais-tu? » demanda Arthur en se levant de sa chaise. « Tu ne peux pas partir. Tu dois réparer ce que tu as commencé. » Nate s'arrêta sur le seuil. Il regarda sa mère, son père et sa sœur en larmes, qui étaient désormais seuls dans un coin. Il les vit tous les trois prisonniers de la belle et froide prison qu'ils s'étaient eux-mêmes construite. « Non, dit Nate, je ne vais pas réparer votre erreur. Je vais essayer de réparer la mienne. » Il tourna le dos à sa famille, au nom des Harrison, à toute la ville de Boston. Il sortit de la grande maison de ville dans la froide nuit de novembre, avec pour seul bagage les vêtements qu'il portait, et l'espoir impossible et terrifiant de trouver un moyen de devenir l'homme que sa princesse méritait. Geneviève Harrison le regarda partir. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas. Elle resta simplement debout au milieu de sa salle de bal vide, entourée des ruines de sa vie. Et pour la première fois, elle était vraiment seule. La Maybach S-Class noire était un cocon blindé, silencieux glissant dans les artères froides de Boston. C'était une forteresse roulante, hermétiquement fermée au monde que Serafina venait de détruire. Elle le regardait à travers le verre teinté par balle, observant les brownstones de Beacon Hill, symbole d'une aristocratie qui venait de se révéler ridiculement petite, céder la place aux tours de verre stériles du quartier financier. Elle ne pleurait plus. La personnalité de Sarah, l'étudiante diplômée douce et hésitante, avait été un bouclier, mais la révélation de la cruauté brute du public l'avait brisée, et la femme qui restait à sa place était celle qu'elle avait été formée à être depuis sa naissance. Serafina, posée, maîtrisée, froide. Mais sous ce calme glacial, elle était en proie à une agonie. C'était un chagrin froid et aigu. Elle n'avait pas seulement perdu sa couverture. Elle avait perdu la seule vie qui lui avait jamais semblé réelle. Et elle avait perdu le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé. L'avion est en cours de ravitaillement dans un terminal privé à Logan. « Votre Altesse », dit Valeria Stark depuis le siège en face d'elle. Sa voix était un murmure calme et formel, contrastant fortement avec le chaos qu'il venait de quitter. « Nous avons un plan de vol diplomatique déposé auprès de la tour de contrôle. Nous serons dans les airs d'ici 1 heure. Votre père est agité. Il est toujours agité, répondit Serafina, d'une voix neutre et dénuée d'émotion. Elle regardait sa main gauche qui tournait la simple bague en or que Nate avait glissée à son doigt à la mairie. C'était un mardi ensoleillé et simple. Il portait un costume froissé. Elle portait une robe en coton à 5 $. C'était le jour le plus heureux de sa vie. Maintenant, la bague semblait petite, comme un jouet d'enfant, complètement déplacé. « Vous vous en êtes bien sorti, Votre Altesse, » dit Valerius, ses yeux glacés s'adoucissant un instant. « Vous avez enduré une insulte indescriptible. »« Vraiment ?» murmura-t-elle, le regard fixé sur les lumières scintillantes de la ville. « J'ai échoué. J'ai échoué à maintenir ma couverture. J'ai échoué à le protéger de ma vie et j'ai échoué à le protéger de sa propre famille. Tu n'as pas échoué. » Valerias corrigea sa voix qui se durcissait. « Ils t'ont forcé à agir. Mes ordres étaient de te sortir de là si ta couverture était compromise. Mais ce dont j'ai été témoin, ce n'était pas une simple violation. C'était une attaque publique délibérée.
Ils t'ont traité comme du bétail. C'était indigne. Sa main gantée se crispa. Mes ordres étaient de te sortir de là. Mon désir, ajouta-t-il avec une précision glaciale, était de raser cette maison. Ils sont rasés. Leur propre orgueil a fait ce qu'aucune armée n'aurait pu faire, répondit-elle. Elle finit par appuyer sa tête contre le cuir frais et incroyablement lisse. Ils me détestent, c'était un murmure, une confession. Était de raser cette maison. Ils sont rasés. Leur propre arrogance a fait ce qu'aucune armée n'aurait pu faire, répondit-elle. Elle finit par appuyer sa tête contre le cuir frais et incroyablement lisse. Ils me détestent, c'était un murmure, une confession. Il ne vous déteste pas, Votre Altesse. Il est sous le choc. C'est un civil. Valerius raisonna comme s'il expliquait une espèce étrangère. Il ne peut pas comprendre toutes les implications de cette situation. L'homme qu'il croyait avoir épousé n'est pas vous. Mais elle l'est, insista Sarafina, une seule larme chaude s'échappant enfin et traçant un chemin sur sa joue. Elle était la seule partie de moi qui était réelle. Sarah n'était pas la vraie Valerius. La princesse Sarafina, c'est elle qui joue un rôle. Et ce soir, j'ai enfermé Sarah dans une boîte et j'ai jeté la clé. Il l'a vue. Il m'a vu devenir cela et il m'a regardé comme si j'étais un monstre. Valeria ne dit rien. Il n'y avait pas de protocole pour cela. Ils roulèrent en silence, la voiture passant devant les terminaux principaux et s'engageant sur le tarmac réservé d'un aérodrome privé. Le changement fut immédiat. Le vent froid de novembre soufflait avec force sur le béton nu, et là, illuminé comme une lance d'argent, se trouvait le jet. Un Gulfstream J700 élégant et blanc, dont les moteurs émettaient déjà un sifflement aigu et impatient. L'écusson sylvarien. Le faucon argenté serrant un laurier des montagnes était peint discrètement sur la queue. C'était ça. La cage dorée aux ailes déjà déployées, attendant de la ramener vers une vie de devoir écrasant et solitaire. Valerius ouvrit la portière de la voiture. L'air froid et l'odeur du kérosène la frappèrent instantanément, un parfum familier et désagréable de son enfance. Le bruit des moteurs était un hurlement, un son qu'elle associait au départ. Quitter les dîners d'État, quitter les négociations tendues, quitter les endroits où elle ne voulait jamais être. Elle sortit, sa simple robe grise de pauvreté fouettant ses jambes. Valerius et ses deux hommes l'encadraient, formant un mur mobile de costume noir. Elle marcha pas à pas vers les escaliers qui l'attendaient. Chaque pas semblait alourdi par du plomb. Ça y est, c'est fini. J'ai essayé d'avoir les deux. J'ai perdu. Elle avait atteint la dernière marche de l'escalier. Elle pouvait sentir l'air chaud conditionné de la cabine. Elle posa un pied sur la première marche. « Arrête, Sarah. Attends. » Un bruit, un terrible crissement de pneus déchira le vrombissement des moteurs. Un taxi jaune dont les freins fumaient fit une embardée et s'arrêta à 50 mètres de là, juste au bord du tarmac. « Une menace !» rugit Valerius. En une fraction de seconde, il avait poussé Sarafina derrière lui, et ces trois hommes avaient sorti leurs armes de poing, visant le taxi d'une main ferme. Les agences de sécurité de l'aéroport, alertés par l'intrusion, levèrent leurs propres armes. « Chauffeur, sortez du véhicule! Les mains bien en évidence! » cria un garde. La portière du taxi s'ouvrit brusquement et Nate en tomba. Il était en piteux état. Sa veste de smoking avait disparu. Son nœud papillon était arraché de son col ouvert. Il avait clairement couru à toute vitesse, le visage pâle et désespéré. « Nate !» hurla Sarafina. « Ne tirez pas !» rugit Valerius, qu'il avait reconnu. Son visage était un masque de fureur et de confusion. « Monsieur Harrison, vous vous trouvez dans une zone d'accès restreinte. Vous mettez votre vie et celle de son Altesse en danger. » Nate l'ignora, les yeux rivés sur elle. Il se mit à courir, trébuchant sur le tarmac. « Sarafina, je m'en fiche. » « Attendez !» Valerius et ses hommes se placèrent devant Sarafina, formant un mur humain. « C'est assez loin, Monsieur Harrison. Il s'agit d'une affaire diplomatique. Laissez-le parler, » ordonna Sarafina en repoussant le bras immobile de Valerius. « Laissez-le parler. » Nate s'arrêta en titubant à 3 mètres de distance, bloqué par les gardes, son souffle formant des volutes dans le froid. Il était pris au piège entre les hommes armés et le jet hurlant, un homme d'un monde se tenant au seuil d'un autre. « Ne pars pas, allaitta-t-il d'une voix rauque. « Nate, je dois y aller, dit-elle, le cœur brisé, les larmes coulant maintenant sur son visage et gelant sur ses joues. C'est ma vie, mon devoir.
Tu as vu ce que cela implique. Tu as vu ce que je suis. Non, cria-t-il pour couvrir le bruit du vent. J'ai vu ce qu'ils sont. J'étais un lâche, Sarah. Tu sais, toute ma vie, j'ai eu peur d'eux, peur de ma mère, peur de ne pas être à la hauteur du nom Harrison. Ce soir, je suis resté là. J'ai laissé ma mère. J'ai été faible. J'étais paralysé. Il passa une main dans ses cheveux, les yeux rougis, mais intensément vivants, et j'avais peur de perdre cela. Il fit un geste vers les lumières lointaines de la ville. L'argent, le nom, l'héritage. Mais dans cette salle de bal, quand je les ai vus, puis quand je t'ai vu, ce que tu es devenu. Il secoua la tête et laissa échapper un petit rire sec. C'était terrifiant et incroyable. J'ai compris qu'ils étaient les fantômes de Serafina. Ils sont vides. Leur monde entier est un mensonge. Il fit un autre pas courageux. Valerius posa la main sur son âme, mais ne la dégaina pas. « Je ne connais pas ce monde, dit Nate, la voix brisée, en montrant l'avion aux hommes armés. Je ne sais pas, je serai un idiot. Je serai l'idiot américain à vos dîners d'État. Je ne connais pas votre langue. Je ne sais pas du tout comment être ce dont vous avez besoin. Je suis juste un type de Somerville qui travaille dans la finance. »« Je sais, murmura-t-elle, sa détermination s'effritant. Mais je t'aime, dit-il, la voix finalement brisée. J'aime Serafina. J'aime Sarah. J'aime la femme qui lit dans notre appartement minable et qui fait un café horrible. Et j'aime la princesse qui vient de mettre toute ma famille à genoux avec une seule phrase terrifiante. Je vous aime tous. Je me fiche du nom. Je me soucie seulement de la personne. Il s'arrêta juste devant elle. Les gardes formaient une barrière silencieuse et tendue entre eux. « Tu m'as dit de faire un choix, dit-il, sa voix désormais forte et définitive. Je te choisis, j'en ai fini avec eux, j'en ai fini avec cette vie. Je te choisis si tu veux encore de moi, si tu peux me pardonner d'avoir été un idiot, de ne pas t'avoir vu. » Serafina regarda son visage, cet homme qu'elle avait aimé en secret, cet homme qui venait de renoncer à toute sa vie, à sa fortune, à sa famille, tout cela pour elle, pour la vraie elle. Il n'avait pas fui le pouvoir. Il avait couru vers elle. Le barrage de sa dignité royale, fruit d'années d'entraînement et d'une vie de solitude, finit par céder. « Toi, espèce d'idiot !» sanglota-t-elle dans un petit rire étouffé. Elle se précipita en avant, repoussant le bras de Valerias, et se jeta dans ses bras. « Espèce d'idiot absolument merveilleux! Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. Tant que je m'y engage avec toi, murmura-t-il en l'enlaçant, la serrant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Et il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser de conte de fées, c'était un baiser désespéré, désordonné et froid à cause du vent. Il avait le goût salé de ses larmes et celui du kérosène dans l'air. C'était une promesse. C'était un pacte. C'était le point culminant d'un avenir nouveau, terrifiant et totalement incertain. Valerius Stark les observait. Il resta immobile pendant un long moment. Puis il expira lentement. Il leur tourna le dos, leur laissant un moment d'intimité, et tapota son oreillette. Sa voix était formelle. « Capitaine Stark, informez ici Son Altesse Sérénissime, le prince, que la situation a été résolue. La princesse a un passager supplémentaire. » « Non, pas un passager. Elle a récupéré son mari. » Il fit une pause à l'écoute. « Oui, monsieur. »« C'est exact, monsieur Nathaniel Harrison. Il est désormais sous la protection de la couronne sylvarienne. Nous le ramenons chez lui. Nous décollons dans 5 minutes. » Il coupa la communication et se retourna. Serafina et Nate s'étaient séparés, mais se tenaient fermement la main. Valerias s'autorisa un sourire infime, des plus rares. La mission venait apparemment de changer radicalement. Serafina, les yeux brillants, regarda Nate. Elle était toujours princesse. Il était toujours civil, mais pour la première fois, ils étaient du même côté. « Es-tu prêt ?» demanda-t-elle. Nate regarda l'énorme jet extraterrestre, puis la regarda à nouveau. Il prit une profonde inspiration. « Non, pas du tout, mais je suis avec toi. » Puis, elle lui serra la main et dit « C'est tout ce qui compte. » Main dans la main, la princesse de Sylvaria et le fils exilé de Boston tournèrent le dos à la ville. Ensemble, ils montèrent les marches vers la lumière, laissant loin derrière eux les ruines de la famille Harrison et le fantôme de Sarah. La lourde porte se referma derrière eux et les moteurs rugirent. Les portes de la salle de bal se refermèrent.
Mais l'histoire de Nate et Serafina ne faisait que commencer. Ils laissaient en derrière eux les mensonges et la cruauté. Mais un amour né en secret peut-il survivre sous les feux des projecteurs d'une cour royale? Que se passera-t-il lorsque Nate, originaire de Boston, sera plongé dans un monde de politique, de pouvoir et avec un beau-père royal qui ne l'a jamais voulu? Les Harrison ont payé le prix de leur arrogance, une leçon qui montre qu'il ne faut pas sous-estimer les personnes discrètes. Cela nous rappelle que le véritable pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il attend tranquillement dans un coin. Si vous aimez cette histoire pleine de révélations choquantes et de justes récompenses, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les bonnes histoires de vengeance. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Nous publions chaque semaine de nouvelles histoires dramatiques et vous ne voudrez pas manquer la suite. Merci de votre écoute. Doesn't matter. Ah, il est perdu. Матчпоинт. Не молчим и задаем вопросы. Il est perdu. Non, mais Sometimes you vraiment. win, sometimes you lose. That is life. Yeah, yeah. And I'm the You're right. guy. I think their chamber is like smurfing or some shit. Like he's so fucking good, and the rain as well. No, Like I don't know how they aim. Like it's Team Am I- Jiv, bro. It's just Team Jiv. Прячься. Stop Bébé. picking and play safe. yeah. Ah, il est aberrant le terreau, pitié. Quoi. О, берегитесь монстра! 73 Waylo. Aberrant. Pourquoi il pique? Pourquoi il pique en premier alors qu'il est nul? Watch out, mid. Вы разделены! Остался один игрок. GG. Snapchat. Oh, j'ai paniqué! Thank you, SK. Нападающий. Go back comprends in comment il joue. Platinum Lobby et te propose. Oh là là. And shut up, bitch. C'est tout ce qu'ils ont à dire. Dès qu'ils ont pas d'argument, ils insultent. Alors qu'ils sont nuls, mais ils sont nuls. Je l'avais Ah. mute pour ma part. Et tu me voles le MJ encore une fois. Non, mais là, c'est aberrant. C'est aberrant. Mais lui, l'ascendant. Ah, lui. Non, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Sur Paris, on perd, sur Londres, on perd. Go, c'est Francfort, non? J'allais le dire, j'allais le dire. Vas-y, hein. Mais il y a que des sexistes sur Francfort. Hein. Ils sont grave toxiques, Normalement, je trouve. si on perd sur Francfort, c'est toi la MVP, Texa. Comme ça, on en aura fait une chacune. Oh là Mais vous là. savez que moi, je jouais que sur Francfort pendant 2 ans. Parce que quand j'habitais. T'as bugué quand t'habitais En Allemagne? J'habitais en Suisse avant. Ah Et oui. là, Ok. même en Belgique, j'ai 9 de ping. Ouais, stylé. C'est là où j'ai le moins de ping, Francfort. Ils sont plus forts sur Francfort, non? En vrai, ça dépend, je trouve. Hmm. Pas toujours. Ok, ok. J'ai l'impression que sur Francfort, ils sont grave forts. Regardez, j'ai le couteau smile dans mon... J'ai le couteau smile dans Матч mon... найден. Mi. Tu rejoues Texa, j'allais dire. Tu rejoues Astra Tu veux jouer Smoke? Ouais, mais tu joues quoi du coup Tu veux pas jouer Terreau? Ben, je vous mens pas que je joue que Astra ou Clove. Et je peux essayer autre chose. Non, vas-y. Bah, moi, c'est sur ce map. Sur cette map, dis-toi que c'est la première fois que j'avais pris Phoenix la game d'avant. Ah ouais? Ouais, c'était ma Pourtant, première je trouve game que sur Phoenix Haven. Un peu. Donc, on va Après, voir si t'écoutes. Si vous voulez, je peux jouer un truc de con comme Killjoy ou. Non, vas-y, t'inquiète. Prends ta Parle Astra, bien comme de ça, je joue Killjoy, s'il avec te plaît. toi. Prends-la. Comme ça, je joue avec toi. Genre, je joue avec tes smokes. Moi, je vais vous montrer c'est quoi un vrai terreau. Moi, j'en ai marre d'avoir des terreaux de merde. J'en ai marre d'avoir des terreaux de merde. Je vais jouer terreau, c'est bon pour vous ou pas? Est-ce que c'est bon pour vous, genre? Je vais jouer terreau, c'est bon? Mi. Je regardais, attendez. Je voulais voir le tracker du chamber. Attendez.
Non, du terreau, pardon. Oh Ouah, le tracker du terreau. C'est un compte acheté. Матч Oh, найден. Oh, le tracker du terreau. Mon dieu, le tracker du terreau, mon dieu. Non, pas cette map. Moi, je sage sur cette map. Oh, le tracker du terreau. T'as une Viper? Oh, Un oh. peu. J'ai quelques line-up, mais j'ai du mal encore. Le terreau, il a 0.84 de KD. Juge Il a pas parce que pique moi Imo aussi j'ai 3. 84 de KD. Mais il a pique Moi Imo aussi. 3, lui. Enfin, je crois que j'ai 89. Ah, Il a pique Imo 3. Juste les filles, il faut savoir un truc, c'est que moi, vous voyez, cet acte, c'est la première fois de ma vie que je joue sur Breeze. Avant, je l'avais jamais vu, que ça fait que 1 an que je suis sur Valorant. Donc la map, j'ai encore du map. J'ai encore du map. Ça veut dire s'il y a des moves, ou il y a des walls, ou il y a des trucs que je mets mal. Normalement, je suis bien maintenant. Vous me dites Après, tranquille. elle a changé pour tout le monde la map. Nous aussi, on Ouais, l'a mais- découvert, tu vois. Genre vraiment, je n'avais rien. Genre, rien de. Le tracker du terreau, Enfin bref, oui. aucune accroche. Oh là là. Quoi, il a fait diamant tout Imo 3. Les ombres bougent, mais c'est pas possible, frérot. C'est pas possible. 0.73 de KD. 0.54 de KD. 0.48 de KD. Oh, comment t'as 0? Il y a un épisode où le terreau avait 0,07 de KD. Comment c'est Ah oui, mais possible? non, pas double. Ah si, sur cette map, c'est bien double smoke sur cette map. Ah, mais j'espère notre Yoro il carry alors un solo entry. Ouais. Parce que je suis censée Comment être c'est une possible de genre faire sentinelle, moi. Ah, mais il a Ouais, joué ouais. que une game. En une game, il avait Mais ça se joue 0,0. souvent double smoke sur Brice, vu qu'elle est grande. Mais c'est une dinguerie comme il est nul. Oh, oh là 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 là. Pourquoi j'ai des nuls comme ça dans mon équipe? C'est folie quand même. Hein. Oh là 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 là. Oh là là, putain, c'est une folie. C'est une folie. C'est une folie. Where's him? Hello guys. Oh. Bon, je vais vous montrer comment on joue terreau, les filles, ok? Je vais vous montrer là. Parce que là, c'est plus possible. Oui, montre-nous. Hello. Ah, 3 games, 3 terreaux de merde, ça y est, frère. Quoi, ouais. Vous savez que dans mes games, j'ai pas eu un terreau depuis 6 mois. Hein. Il a été buff Nous, en les plus. Hein. infidèles. Close, close, one close. Wait, I flash backside. 3, 2, 1. Ракета запущена. Roll down. 2 seconds. No. Спайк установлен. I have one molly. Too close, too close. I think, really? Don't Don't pick, don't pick. I have. Остался один враг. He was backside. Yeah, he was yellow. Last. Pique pas en vrai, pique si tu peux. Reculer. Остался один игрок. Molly. Molly! Molly! Il a pris 22. Ракета пошла. Et maintenant tu cours comme tous les terreaux. Oh, right. I think he got no time. Mais si, il a le temps. Oh, I think he does. Si, he has time. Клатч. Can you please plant right? If you plant this side because we can can't defend the other C'est qui le other side drama? from Mais it. quel drama, Travis? Ça fait 3 fois que tu me demandes le drama. Quel drama? Quel drama? De quel drama tu parles, Tramson? Меня пусто. Oh, je pouvais tellement manger post-plant. Il m'a juste mis une tête. Il m'a juste mis une tête, le connard. Le connard. Мы справимся, ребятишки. Je suis passé vite fait de vrai, mais le chamber. Waouh! Le chamber qui disait qu'il gagnait plus que nous, je sais pas quoi. Ищу цель. Nice. One on site.
One mid. Барьер установлен. Tu veux me passer ton shérif? T'as dit quoi? Tu veux me passer ton shérif? Перезаряжаю. 50 on Neon, 60 on Sova. Остался один 55. игрок. Oh là là That's là right. là, Change. on se fait flanquer. C'est quoi? Vous voulez aller où là? A ou B? Я Dans ton cœur. ясно вижу Allez, свою цель. venez. Venez, venez, venez.